Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier qui me tient à cœur, c'est l'énergie, mais surtout la géopolitique des énergies, puisque vous savez qu'il y a un lien de corrélation directe entre l'énergie, la production d'énergie, les matières, on va dire, plus rares, et puis l'électromobilité. Et pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec monsieur Emmanuel H. Bonjour monsieur. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. c'est un plaisir. Ah bah écoutez, pour moi aussi. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste dire à mes abonnés fidèles que je vais avoir deux événements très intéressants dans les semaines qui viennent. Tout d'abord, un débat. On va parler du parc des véhicules électriques et du marché des bornes de recharge avec des intervenants que vous connaissez bien, que j'ai déjà interviewés sur ma chaîne, à savoir le président de ChargeMap, la directrice des opérations de Freshmile, Louis Dupasquier de Vinci Autoroute, et puis aussi Alexandre Borgos de DBT. Donc là, on aura à la fois des opérateurs de bornes de recharge, plus des experts ou pour les autoroutes, pour implémenter les bornes, ou les distributeurs, on va dire, ceux qui permettent de recharger. Hein. Vous savez, sur les bornes, il faut ces petites cartes-là. Donc, je pense que le débat sera passionnant. Et puis, en plus, cerise sur le gâteau, je suis en discussion avec, je pense que je peux le dire maintenant, avec le fondateur de Vercor, un des cofondateurs de Vercor, qui, là, c'est un projet énorme, hein, veulent faire une gigafactory dans le Nord pour ces fameux véhicules électriques dont je suis en discussion avec monsieur Dufour. Et donc, ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Donc, deux entretiens passionnants. Mais revenons à nos moutons, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, le sujet du jour, cher monsieur, c'est votre livre que je vais présenter aussi à la caméra, qui est en fait un livre fait majoritairement, enfin il y a des fiches évidemment, des descriptions qui parlent de la géopolitique des énergies. Donc je voulais vous présenter et surtout aussi pourquoi vous avez écrit ce livre. Alors bon, je me présente en quelques mots. Donc moi, je suis Emmanuel H. Je suis économiste, prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle. C'est un centre de recherche spécialisé sur les questions d'énergie et de mobilité. Et en même temps, je suis directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques l'IRIS, donc plutôt spécialisé dans la géopolitique. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Tout simplement parce que je suis un passionné de géopolitique et puis j'ai un tropisme très important sur les questions énergétiques. Et puis écrire ce livre, ça m'a permis de rassembler, j'allais dire, mes deux passions, c'est-à-dire à la fois la géopolitique et l'énergie. Très bien. Et donc, comme je disais, c'est très varié en fait. Il y a plusieurs parties. On ne va pas pouvoir tous les aborder, toutes ces parties en 20 minutes. Mais ce que je propose, c'est qu'on se concentre sur quatre sujets principaux. Le pétrole, les énergies renouvelables, le nucléaire et puis les fameux matériaux de la transition énergétique qu'on connaît bien dans le milieu de l'électromobilité, à savoir le lithium, le cobalt, le cuivre. Et puis, voilà un peu comment tout ça évolue et puis l'impact au niveau l'intérêt, l'impact géostratégique. Donc, on va commencer avec le premier sujet, c'est-à-dire le pétrole. Alors là, j'ai appris pas mal de choses aussi, notamment moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir la distribution, qui sont les producteurs de pétrole, et puis quel est le futur? Parce que des fois, on se dit, alors le pic, ça devait être en 2030, puis 2050, enfin bon, je n'ai pas trop extrapolé. Euh, voilà, quel est l'état actuel? Et puis on peut aussi parler de la révolution du pétrole dans les années 2000 que je connaissais un peu, mais qui c'est aussi très intéressant. Puis oui, le pic, quel est le futur du marché du pétrole? Alors c'est très vaste comme sujet, mais je trouve ça très très bien en fait de commencer par le pétrole, tout simplement parce que le pétrole c'est la première énergie primaire qui est consommée dans le monde. Hein. C'est encore 31% de la consommation d'énergie primaire mondiale, et c'est une énergie qui a une très forte charge géopolitique, hein, historiquement, et puis on le voit encore à l'heure actuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde un petit peu la répartition des réserves au niveau mondial. 85% des réserves sont situées dans des pays qui ne font pas partie de l'OCDE. Donc, D'accord. d'où la charge géopolitique qui est très importante. Et plus spécifiquement, on va aller autour de 49% des réserves qui sont situées au Moyen-Orient.
Donc on a une probabilité d'avoir des problématiques, notamment avec le détroit d'Ormuz, qui sont possiblement intéressantes. On a notamment des rivalités stratégiques entre les pays au sein du détroit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment sur la relation Iran-Arabie Saoudite ou Iran-Irak dans l'histoire. Donc on a on va dire cette moitié des réserves concentrées au Moyen-Orient. On a quand même aussi des réserves qui sont concentrées en Amérique du Sud, avec une forte spécificité parce que l'Amérique du Sud, elle représente environ 19% des réserves de pétrole. Vous avez un pays qui est le premier détenteur de réserves mondiales, qui s'appelle le Venezuela, Oui. mais dont la production en fait a été divisée par 5 voire 6 en fait depuis le début des années 2000. Donc c'est un pays à très forte réserve mais qui produit très très peu. Après, on a quand même des réserves dans les pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, quasiment 14%. Et quelque part, l'Europe, c'est un peu le parent pauvre, moins de 1% des réserves mondiales. Et ce qui est intéressant sur la question pétrolière, c'est qu'il faut dépasser le stade, j'allais dire simplement des réserves, pour aller voir ce qui se passe en termes de production. Alors effectivement, vous avez parlé d'une révolution. Effectivement, il y a une vraie révolution. Alors il y a une révolution des hydrocarbures en général, c'est-à-dire pétrole et gaz. Mais spécifiquement sur le pétrole, on a quand même un acteur qui s'appelle les États-Unis, qui sont. Alors moi, dans le livre, j'ai utilisé le terme de redevenu une puissance énergétique, mais je pense que c'est réellement le cas, tout simplement parce que lorsque vous regardez un petit peu le profil de production des États-Unis, entre 1970 et 2004, vous avez une division par 2 de la production pétrolière. Et entre 2004 et 2019, vous avez eu une plus que multiplication par 2 en fait de cette même production pétrolière. C'est la révolution des pétroles non conventionnels. Et c'est intéressant parce que les États-Unis sont redevenus premier producteur mondial de pétrole. Oui, ce que je ne savais pas. Oui, et par contre, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, vous voyez, une lecture réserve avec le Moyen-Orient, une lecture production avec les États-Unis, mais juste derrière les États-Unis, le marché pétrolier, en gros, il fonctionne un peu avec ce que j'appelle un triumvirat, c'est-à-dire vous avez les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont autour de 13 millions pour le premier, 12 millions de barils pour le deuxième et 11 millions pour le troisième. Donc ça veut dire que on a quelque chose qui est, j'allais dire, en termes d'appréciation du marché, vous rajoutez ce qu'on appelle les pays de l'OPEP ou de l'OPEP+, qui eux font entre 45 et 50% des parts de marché si on considère l'OPEP+ dans sa globalité. Donc on a un marché pétrolier qui est très compliqué. Il faut rajouter encore une dernière, j'allais dire, couche de complexité, c'est que on a parlé des réserves, on a parlé de la production, mais au final, lorsque vous regardez ce qui est plus important à mon sens, c'est qui sont les principaux pays importateurs. Et là, vous avez encore une autre lecture, parce que le premier pays importateur, c'est la Chine. Et si vous regardez un tout petit peu la zone Asie, c'est-à-dire Chine, Inde, Japon, Corée, ce sont les 4 premiers importateurs mondiaux. Donc ça veut dire que le marché, il s'est déplacé vers l'Est. Là où avant, les principales zones de consommation mondiale, c'était plutôt une zone atlantique, maintenant, on a une zone plutôt pacifique. Alors, les États-Unis restent le premier consommateur mondial, mais avec la hausse de la production américaine, on est sur un changement, mais vrai, flagrant j'allais dire, de la problématique pétrolière, avec notamment toutes les incidences géopolitiques que l'on peut avoir. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis essayaient de sécuriser les approvisionnements, notamment avec le Moyen-Orient et notamment avec l'Arabie Saoudite. Or, redevenu premier producteur mondial, il continue d'avoir des relations bien évidemment avec l'Arabie Saoudite, mais la part de l'Arabie Saoudite dans les importations américaines est très faible. Vous voyez, donc géostratégiquement, on peut se poser la question de la place des États-Unis, notamment dans la région. Alors après, sur votre dernier point, alors le pic de la demande, moi je suis cette actualité du pic de la demande avec beaucoup j'allais dire avec un grand sourire généralement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est en 2019, BP, la compagnie pétrolière BP, elle annonce que on est juste avant le Covid, que possiblement le pic pétrolier de demande sera pour 2030-2035. On est après le Covid et elle commence à dire on ne retrouvera jamais le niveau de demande que l'on avait avant le Covid. L'OPEP commence à dire oui, il va y avoir un pic de demande en 2040. Bon, si on réfléchit un tout petit peu sérieusement à la question,
Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les politiques publiques assez importantes pour véritablement visualiser ce pic de demande. Possiblement, il y en aura un, mais il va falloir sacrément électrifier le parc de Mmh, transport, hein, qui mmh, représente plus de 50% en fait de la consommation de pétrole, d'accord. pour arriver vraiment à un pic de demande. Donc quelque part, moi j'ai un peu l'impression, excusez-moi l'expression, mais que c'est un petit peu le doudou ou le petit bonbon qu'on donne pour rassurer un peu et pour se dire vous inquiétez pas, la transition énergétique, tout va bien se passer. Mais je pense que ça va être un petit peu plus chaotique que ça, parce que tout simplement, on risque d'avoir tout simplement un problème d'investissement pétrolier. Là, on a une décennie qui vient où le parc automobile, il est pas complètement, il est en cours d'électrification, mais Mmh. vous le savez mieux que moi, l'électrification représente encore une part assez faible au Mmh. final en fait des transports. Et dans le même temps, bah, on va continuer à consommer du pétrole. Or, on n'a pas forcément tous les investissements nécessaires qui sont en place dans le domaine pétrolier. Donc, très très gros risque de volatilité sur les prix pétroliers dans la décennie qui vient. Donc ça, c'est important à souligner, puisque déjà, là, on voit que les prix sont élevés quand même, hein, pour le Bien sûr. particulier, hein, alors qu'on pouvait se dire plutôt qu'avec l'augmentation de la production, ben, les prix allaient baisser. Enfin, en tout cas, plus, alors que les États-Unis produisent plus qu'il y a 15 ou 20 ans, mais c'est pas vraiment le cas. Les prix sont élevés. Bon, il y a différentes aspects, explications pour ça, mais donc effectivement, et puis comme vous dites, l'électrification du parc, on doit peut-être être à 2% à l'heure actuelle, 2-3%. Ça augmente fortement, hein, j'en reparlerai dans mes futurs débats. Là, par exemple, en France, on est à plus de 10% de vente de véhicules électriques neufs, électriques purs, Mm. pour cette année, ce qui est énorme par rapport à qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc la transition t'envoie, mais avant que ça ait un impact sur la demande, bon, il y a quand même beaucoup à faire. Alors je voulais juste profiter pour montrer quelques illustrations dans votre livre, là, montrer quand même que la part du pétrole a diminué, hein, depuis Mm. 1973, on était à peu près à 50%, et aujourd'hui on est à 31%, alors qu'on voit que le gaz a augmenté, le charbon est resté stable, le nucléaire, lui, a augmenté. On en reparlera, on va en parler un peu après. Et très intéressant, mais ça aussi, c'est la dernière partie de l'entretien, c'est les énergies renouvelables qui explosent d'une certaine façon depuis 10 ans. Alors, justement, les énergies renouvelables, on connaît les principales, hein, c'est photovoltaïque et l'éolien, on va dire, voilà, pour résumer. Juste pour vous donner une idée, l'investissement, parce que j'ai vu ça dans votre livre, c'est énorme dans les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Je n'avais pas cette idée en tête, mais notamment les pays émergents, c'est incroyable. L'investissement depuis quelques années dans les énergies renouvelables, là, c'est phénoménal. Alors c'est effectivement phénoménal. Tout dépend d'où on part. Effectivement, quand on voit les chiffres d'investissement qu'on avait au début des années 2000 et quand on voit, j'allais dire là, à partir de 2014-2015, on dépasse les 300-350 milliards d'investissements au niveau mondial. Maintenant, on raisonne aussi en matière d'investissement dans les technologies bas carbone, c'est-à-dire qu'on Mm. va compter aussi, ce qui n'est pas dans le livre, hein, on va compter aussi les investissements, notamment dans les investissements dans le transport électrifié. Vous voyez, tous les véhicules électriques. Et là, si vous rajoutez, c'est-à-dire si vous prenez en compte les investissements, l'éolien, le solaire, le nucléaire, c'est pas du renouvelable, c'est du bas Mm. carbone. Le transport, plus, on va dire quelques autres choses comme le stockage de CO2 ou le stockage batterie, on va être autour de 1100 milliards Ah oui. au niveau mondial. Hein. Donc, on a eu une progression. Après, il faut relativiser, je pense, tout de suite ce chiffre. Je vais vous dire pourquoi. Mhm. Si on veut être sur une trajectoire de réchauffement Oui, inférieur à 2 à 2 degrés. degrés, il faut multiplier ce chiffre par 2, voire 2,3. Donc, il faudrait qu'on soit autour de 2300 milliards. Oui, donc on n'y est pas encore, quoi. On n'y est Donc, pas encore, effectivement. Il y a du progrès, mais on n'est pas encore sur une trajectoire, j'allais dire, compatible avec les accords de Paris. Hein. et c'est une... Après, ouais. ouais, allez-y, allez-y. Non, je voulais juste savoir cette répartition à l'heure actuelle entre les États-Unis, l'Europe, Japon, Chine, ça donne quoi? Parce que l'Europe, j'ai l'impression que c'est moi, j'entends toujours parler de la Chine qui est le fer de lance pour tout ce qui est photovoltaïque, par exemple, panneaux solaires.
Mm. Quelle est la répartition, plus ou moins, entre ces grands acteurs? Bah, alors en termes d'investissement, la Chine, c'est toujours le premier investisseur mondial dans les technologies bas carbone, toutes les technologies dont on a D'accord. parlé, hein, éolien, solaire, véhicules électriques, entre 35 et 40 par an. Après, si on compte l'Europe dans sa globalité, l'Europe va se retrouver en deuxième position dans les investissements. Après, vous allez avoir les États-Unis. Après, vous allez avoir le Japon. Après, il faut raisonner aussi en termes de capacité installée. Oui. En termes de capacité installée aujourd'hui, bah, si vous prenez le secteur du solaire, la Chine, c'est 36% des capacités installées. Si vous prenez l'éolien, la Chine, c'est 40% des capacités installées. Voyez. Donc en Mmh. gros, une éolienne sur deux, quasiment, elle est installée en Chine. L'Europe est pas loin. L'Europe, sur l'éolien, on est autour de 28%. Sur comment dire, sur le solaire, on est autour de 23%. Donc l'Europe a véritablement aussi pris en compte cet enjeu d'investissement dans les énergies à la fois bas carbone et puis renouvelables. Très bien. Donc voilà, ça donne une petite idée, voilà, de la transition, en tout cas, à la fois politique, et énergétique. On voit que la Chine est très active. Bon, après, il y a aussi des sacrés niveaux de pollution dans les villes, en Chine, hein, donc et puis il y a sûrement aussi une volonté de s'affranchir du pétrole. Mais la croissance a été aussi phénoménale en Chine au cours des 20 dernières années, donc Tout à on fait. voit qu'ils sont très actifs à ce niveau-là. Alors, quel problème ça pose, paradoxalement, ce développement des énergies renouvelables? Et puis, peut-être le dernier point, si on pourra parler, c'est ce phénomène NIMBY ou NIMBY, je ne sais pas comment on dit. NIMBY. On Est-ce qu'il dit faut, NIMBY, ouais. il faut aussi l'acceptation, pas que politique, mais aussi ben, de la population? Alors, quel problème, je commence par quel problème ça pose en général. Ce qu'il faut voir, c'est que généralement, on s'extasie un peu devant le niveau d'investissement, mais derrière ces investissements, il y a des technologies et Mmh, donc il y a des pays qui fabriquent ces technologies. mmh, Et à l'heure actuelle, il y a une problématique un peu géostratégique qui est la suivante, c'est que si vous prenez le secteur de l'éolien ou le secteur du solaire, bah, allez, on va dire que 7 entreprises sur 10 au niveau mondial sont chinoises. C'est-à-dire que ce sont des producteurs de technologie. Si vous descendez encore d'un cran, ceux qui font les brevets à l'heure actuelle, c'est en majeure partie en Asie. Hein, Japon, Corée du Sud, Chine et puis Taïwan. Ça veut dire va y avoir des rivalités technologiques dans la production des technologies. Vous voyez, on est passé d'un cran, c'est plus la matière en elle-même, mais c'est la technologie qu'il faut installer. Après, il y a une autre problématique, effectivement, le NIMBY, bon, en anglais, c'est le Not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin. Bah, c'est que tout simplement, on s'aperçoit qu'il commence à être un peu difficile d'installer des technologies. Alors, on prend l'exemple souvent des éoliennes, parce que les panneaux solaires, c'est beaucoup moins voyant, il y a pas de, mmh. il y a pas, il y a moins de problèmes d'acceptabilité, mais les problèmes d'acceptabilité, on les a aussi, notamment sur les centrales nucléaires, sur les centrales à gaz, sur les centrales à charbon. Et c'est tout simplement bah oui, la demande des personnes, c'est peut-être effectivement décarboner le secteur énergétique, mais quelque part, personne n'a envie d'avoir une éolienne près de chez soi. Donc, bah, il va falloir peut-être accepter, renoncer, s'il y a un coût du paysage, peut-être à renoncer pour accepter la transition énergétique. Et ça montre quelque chose, et votre question, elle est très pertinente, je vais vous dire pourquoi. Ça montre que la transition énergétique, c'est pas uniquement de la technologie, c'est aussi travailler les esprits, travailler les consciences, hein, et j'allais dire, travailler les représentations, hein. Et c'est exactement la même chose pour un véhicule électrique Mmh, ou pour une éolienne. absolument. Hem Alors ça fait une transition aussi parce que s'il y avait une technologie qui a été acceptée, enfin, ou qui a fait polémique, qui fait toujours polémique, puisqu'évidemment il y a eu des accidents très graves, on pense à Tchernobyl, notamment, c'est le nucléaire. Or le nucléaire, c'est comme une énergie incontournable, en tout cas en France, hein, c'est une politique qui a été décidée, je pense que c'était sous Giscard d'Estaing, si je me souviens bien, Ah, même avant. avec même Même avant, avant, avec ouais, même Pompidou, hein. avant. Ouais, ouais, le plan calcul, c'est même dans au milieu des années 50, hein. Ah Alors, on d'accord. pense pas au nucléaire, mais on fait le plan calcul, c'est-à-dire on commence à imaginer comment construire un réacteur d'essai, c'est les années 50. Ah très bien, vous voyez, donc j'étais trop pessimiste. Si on peut dire, en tout cas, ça a aidé la France à s'affranchir d'une certaine façon du pétrole à un certain niveau. Puis on voit aussi maintenant
la situation actuelle qui commence à se compliquer un peu puisque ces réacteurs, eh bien, vieillissent au fur et à mesure du temps et ça pose des problèmes de maintenance, en plus des problèmes de corrosion, hein, donc on pourra parler aussi. Donc là, je me permets juste de faire l'état de l'art du marché du nucléaire aujourd'hui. On voit que bah, voilà, la France, clairement, le nucléaire a une part prépondérante dans la production, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans les semaines et mois qui précèdent. On a un parc qui était vraiment euh, actif, on va dire, à 50% à certains moments. Il y avait 26 réacteurs qui étaient en fonctionnement. Les autres étaient soit en arrêt, soit pour maintenance, soit pour les problèmes de corrosion. Honnêtement, ça va mieux, mais on voit notre forte dépendance. Mais ce que j'ai noté aussi, alors je pense que vous connaissez ce site web Ecotomus qui est vraiment très bien. On peut voir en temps réel la production, la demande, et puis surtout la répartition de la production d'électricité en France avec l'export et l'import. Et là, c'est quand même très intéressant. C'est peut-être pas le meilleur schéma celui-là, mais on voit déjà que j'ai vu cet été que par exemple le photovoltaïque pouvait aller jusqu'à 20% de l'électricité, alors évidemment en pleine journée, hein, entre midi et 15 heures, ce que je ne pensais pas. Et si vous prenez en plus l'éolien plus l'hydraulique, il y avait un super reportage sur TF1 où il montrait le plus gros barrage de France, là, qui est dans les montagnes, c'est vraiment très intéressant, où il montrait la production, parce qu'en fait, comme l'énergie se stocke pas, on peut pas vraiment, on peut jouer que sur certaines variables. Et la grosse variable d'ajustement en France, c'est l'hydraulique. Parce que là, le nucléaire, on n'a pas vraiment d'ajustement, et au maximum presque on peut produire. Donc si on veut produire plus, on augmente la production hydraulique, donc on fait marcher les barrages à fond. S'il y a du vent, eh ben, on utilise l'éolien aussi, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en temps réel, ils peuvent ajuster les pales des éoliennes pour réduire ou augmenter la production en instantané. Donc ça, je ne savais pas non plus. Et puis bon, il y a l'énergie en plus, c'est-à-dire le gaz et le charbon. Ouais, on a refait marcher une centrale à charbon, si je me souviens bien, ces dernières semaines pour passer. Mais là, donc l'intérêt déjà, c'est que eh ben, on n'est pas vraiment à 70% là. Alors, on était à un moment à 50% de la production nucléaire, sachant que les échanges avec nos partenaires européens nous ont bien aidés hein, pour le mois de janvier, puisque à un moment, on peut importer jusqu'à à peu près 16-17 gigawatts en instantané. On ne peut pas importer plus pour des raisons de réseau, mais c'est énorme, parce que quand on a un pic à 75, quand on importe 17, ça peut montrer un peu comme la dépendance, alors que pendant des années, la France était exportateur. Là, avec le problème des réacteurs qui étaient à l'arrêt, ben, on a été importateur pendant de nombreuses semaines. Et là, ben, l'interconnexion entre les différents pays européens, ça nous a bien aidé. Et là, on voit bien à droite, par exemple, qu'on importe beaucoup ben, d'Angleterre, d'Espagne et aussi de Benelux, Allemagne. Alors qu'on exporte généralement la Suisse, que je connais bien parce que je travaille en Suisse, est plus importatrice parce qu'ils ont moins de capacité de production. Et donc là, ça nous avait permis de passer l'hiver. Alors, c'est pas encore fini, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt bien par rapport aux prévisions les plus alarmantes. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu cette interview du président de la SN dans les Échos, c'est très intéressant puisqu'il montrait un peu l'état actuel du parc en disant que EDF, bah oui, a fait quand même ce qu'il fallait. C'est-à-dire que quand ils ont pris la décision d'arrêter des réacteurs pour les problèmes de contraintes, de corrosion, vous savez, c'est dans le circuit de sécurité, c'était pas pour rien. Hein. C'était vraiment parce qu'il y avait un risque qu'on ne puisse pas ralimenter le réacteur avec de l'eau froide en cas de problème du circuit primaire. Et je retiendrai cette phrase du président que les défauts étaient parfois en limite de niveau qui conduiraient à des ruptures brutales des tuyauteries. Donc, c'était quand même important. Alors, le problème, c'est que l'expertise nucléaire en France, on l'a un peu perdue, malheureusement. Donc, par exemple, pour réparer ces tuyaux, on a dû faire venir des collègues américains parce que c'est quelque chose hein, pour ressouder des tuyaux comme ça. C'est pas les petites soudures à l'emporte-pièce qu'on peut faire chez soi pour sa plomberie, donc ça demande un haut niveau d'expertise et ça prend surtout beaucoup de temps. Et en plus, c'est rajouté le problème de maintenance. On va dire à moyen terme des centrales qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, qu'on fait une maintenance sur une centrale nucléaire, c'est pas de quelques semaines, c'est plusieurs mois. Donc ça s'est accumulé. Et malgré ça, ben, on a quand même réussi à passer, en théorie ça devrait aller, à passer le cap de l'hiver. J'espère que février va bien se passer. Et maintenant, la grosse question qui se pose, c'est qu'évidemment, on ne peut pas construire des centrales nucléaires comme ça du jour au lendemain. Je pense que tout le monde, enfin au niveau politique, ils aimeraient bien pouvoir rallonger la durée de vie de ces centrales.
sachant qu'en théorie, ça doit être 40-50 ans, et maintenant, on va aller passer au-dessus de 50, et donc là, il y a toute une réflexion en cours, hein, puisqu'il y a certaines parties d'une centrale nucléaire qu'on ne peut pas changer. La cuve, forcément, ça ne change pas. C'est là où est entreposé le matériel. Donc, toute la question, est-ce que la cuve peut tenir plus de 50 ans avant d'avoir des fissures, par exemple, des choses comme ça. Et donc, là, bon, là, je ne suis pas un expert, ça montre un peu comme le niveau de réflexion à l'heure actuelle au niveau des experts du nucléaire et de l'ASN. Donc, ils devraient donner, d'ici fin 2026, une réponse à la question, mais on imagine quand même l'importance de la réponse, à savoir combien de temps on va pouvoir prolonger, parce que je pense que, voilà, au niveau politique, c'est clair qu'on aimerait, et même EDF, aimerait pouvoir prolonger la durée de vie de ces centrales. Voilà. Et je voulais juste finir au niveau de ce point-là, que l'éolien solaire, hein, en Europe, on voit depuis 2012, il y a quand même une accélération importante de la part de l'éolienne solaire, parce que maintenant, au niveau européen, je ne parle pas qu'au niveau de la France, on est quand même à 22% du parc qui produit, la part d'électricité produite au niveau européen. Donc on voit quand même que là, il y a une belle progression depuis 10 ans, y compris en France, alors que le nucléaire a tendance à baisser, et l'hydroélectrique aussi. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance. Alors il y a quand même un problème avec l'éolien notamment, c'est que quand vous avez, l'Allemagne en a fait les frais un peu cet hiver, quand il fait très froid, quand vous avez cet anticyclone qui descend, là, vous n'avez pas de vent. Donc, ils se sont retrouvés avec une solution qu'ils avaient énormément d'éoliennes. Ils ont un parc de production en gigawatts qui est énorme en éolien, mais ils n'ont pas pu en faire grand-chose pendant un certain temps parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc, ça montre aussi que varier les sources d'approvisionnement en énergie, pas tout miser que sur l'éolien, par exemple, c'est aussi une bonne chose parce que vous dépendez évidemment, vous êtes tributaire de la météo. Et quand vous n'avez pas de vent du tout, les éoliennes, malheureusement, elles ne servent pas à grand-chose. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être continuer sur le nucléaire en lui-même, parce que là, l'énergie nucléaire, lui, produit, quel que soit le temps, enfin, sauf cas particulier, vraiment, mais on voit que on peut produire autant la journée que la nuit, ça quand même reste une énergie, on va dire, constante en termes de production. Mmh. Alors, comment je peux réagir à tout ce que vous avez dit? Il y a des points très importants qui ont été signalés. Heu, Déjà, il faut dire qu'il y a une véritable spécificité française Mmh. de la part du nucléaire dans l'électricité, dans la génération d'électricité. Là, vous avez montré 67% en moyenne sur les 10 dernières années, on est autour de 70-71%. Un point intéressant dans votre tout premier graphique, vous avez montré la part en fait du nucléaire dans la génération d'électricité. Faut bien comprendre, vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, c'est le pays le plus nucléarisé au monde. Mmh. D'accord. Et pourtant, le nucléaire ne représente que 20%. Ça doit être autour de 19, entre 19 et 20% de la génération d'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, la nécessité de diversifier son mix électrique. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental tout simplement parce que effectivement, on a des problématiques de variabilité sur les énergies renouvelables. On a eu en France, on a eu une expérience justement de cette problématique, notamment de mise à l'arrêt, qui était quand même en partie due à des travaux qui auraient dû être faits entre 2019 et 2021, mais qui en raison du Covid n'avaient pas pu être faits. Mmh. Et donc on s'est retrouvé un tout petit peu, je ne vais pas dire le bec dans l'eau, mais pas loin, tout simplement parce que on n'a sûrement pas assez investi dans les énergies renouvelables depuis 10 ans en France. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais surtout, ça incite à se poser la question suivante. Quelle est la priorité en termes d'investissement? Sachant que les moyens ne sont pas illimités, sachant que possiblement les coûts des renouvelables sont moins élevés que le coût du nucléaire. Donc, vous avez toutes ces variables qui rentrent. Alors, effectivement, l'ASN propose notamment, c'est pas les seuls, hein, de prolonger la vie des centrales. Sachez qu'aux États-Unis, moi, j'ai lu des papiers où ils se posaient la question de faire passer à 80 ans, Oui, voire tout à à fait. 100 ans, Bon, ouais. hein, les réacteurs nucléaires. Après, se pose véritablement la question de est-ce que c'est tout à fait, enfin, techniquement, c'est sûrement possible, avec quel, j'allais dire, quels moyens financiers, parce que plus on avance dans le temps, plus les réglementations sont sévères en termes de Mmh. nucléaire. Donc, à un moment, il faut se poser la question de la rentabilité, je mets plein de guillemets, des travaux sur les centrales. Après, ce qui est aussi intéressant, et là je vais un petit peu sur les aspects géopolitiques, c'est que au niveau mondial, le nucléaire, vous voyez, 70% de la génération d'électricité en France, au niveau mondial, c'est 10%.
10% de l'électricité mondiale est faite avec du nucléaire. Donc c'est pas énorme, hein. Non. Et lorsque vous regardez, bah, après Fukushima 2011, on a eu une baisse, notamment de la part du nucléaire dans la consommation d'énergie primaire. Et les seuls pays qui investissent véritablement, et ça, c'est là pour le coup, on a une problématique aussi géostratégique, vous allez voir, Mhm. c'est que les pays qui investissent, ce sont les pays d'Asie. Hein, Mhm. vous avez une cinquantaine, je crois qu'il y en a 54 ou 57. Le premier pays qui investit, c'est la Chine. Après, vous allez avoir l'Inde et la Corée du Sud. Là, encore une fois, on se retrouve avec le nucléaire se fait dans des pays non OCDE et particulièrement en Asie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi une rivalité dans ceux qui conçoivent les réacteurs nucléaires. Mhm. C'est-à-dire que le premier exportateur de technologie nucléaire dans le monde aujourd'hui, c'est la Russie. Et le deuxième, C'est la celui Chine. qui essaye, c'est la Chine. Et Mhm. donc, quelque part, les pays européens et même les États-Unis, alors les États-Unis, il y a quand même eu un gros mouvement sous l'ère Trump, où Trump, il a voulu vraiment essayer de refaire, je vais dire, redorer le blason de la filière nucléaire. Et ils sont quand même, on a l'impression que les États-Unis ont une vraie politique nucléaire. En Europe, beaucoup moins, parce qu'il y a trop de différences entre la politique allemande, la politique Mhm. italienne, la politique française, belge. Et puis, les pays de l'Est sont particulièrement favorables, au nucléaire. Les pays du Nord, notamment comme la Finlande aussi. La France est un peu isolée, là, autour Oui. d'elle, il n'y a que des pays qui veulent démanteler. Donc, d'un point de vue européen, c'est extrêmement compliqué d'avoir une politique Ouais. nucléaire, alors que historiquement, c'est très drôle, mais Euratom, ça a permis, de 1900, je sais plus, 54 ou 57, Euratom, ça a été un ciment de la politique européenne énergétique. Donc, on a un vrai problème de design énergétique en Europe et réellement de politique concertée d'un point de vue énergétique. Et c'est ce qui pose aussi problème d'un point de vue global. Absolument. Donc, on va voir comment l'Europe va accorder ses violons, si je peux dire, sachant que chaque pays a ses spécificités, comme vous l'avez dit, donc c'est loin d'être résolu. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est ces fameux matériaux dont on parle beaucoup, enfin on parle beaucoup. Ils sont utilisés depuis longtemps, notamment le cuivre, mais voilà, notamment par rapport à l'électromobilité, parce que c'est le cœur des batteries, hein. Et là aussi, l'intérêt géostratégique est énorme, à savoir où se trouve le lithium, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Donc, j'ai une petite idée sur la question, parce que j'ai vu dans le livre, c'est très intéressant. Il y a quand même une concentration, hein. Pour l'instant, on a l'impression quand même qu'il y a certains acteurs, pays ou compagnies qui sont spécialisés dans l'extraction de ces matériaux. Et donc, il y a quand même une dépendance des autres pays, notamment l'Europe, notamment au Chili, peut-être l'Australie pour le lithium, ou le Congo, parce qu'on en parle beaucoup, hein, notamment du Congo pour le cobalt. Alors, les 4 éléments que vous avez montrés là, si vous regardez le niveau de dépendance extérieure de l'Europe, on est à plus de 95. Voilà. On importe 95 de ces matériaux qui rentrent dans les batteries NMC, hein, Mm. nickel, manganèse, cobalt. Hem, Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on importe aussi des batteries. Mm. Donc on apporte les métaux et on apporte les batteries. Donc, Ouais. euh, donc on a une double dépendance, à la fois matérielle et puis aussi technologique au niveau des batteries. Après, alors effectivement, le monde du lithium, il se fait entre l'Australie, l'Amérique du Sud. Le monde du cobalt se fait majoritairement en termes de production, hein, en République démocratique du Congo, un petit peu en Russie aussi, en Australie. Le cuivre, Chili, Pérou. Les terres rares, Chine. Mais les terres rares, en gros, il y en a un peu partout. Le problème, c'est pas tellement la ressource en elle-même, c'est que personne ne veut la développer parce que les coûts environnementaux sont très importants. D'accord. Donc, vous avez une géographie de la production, et là, encore une fois, après, pour les métaux, l'essentiel, c'est une fois que vous avez extrait, que vous avez fait la minéralurgie, vous allez faire de la métallurgie, vous allez le raffiner. Et là, Mm. plus de 60, on va dire entre 60 et 70% des métaux des batteries sont raffinés en Chine. Eh oui. Donc, vous voyez, ils raffinent entre 60 et 70% des métaux des batteries, et puis la Chine va aussi exporter ou produire 2 tiers des batteries pour véhicules électriques. Donc, on a une double dépendance. Donc là,
dépendance géostratégique, hein, parce que moi, je le répète, j'allais dire à foison dans chacune de mes conférences, le siècle qui vient, c'est un siècle métallique. On va avoir une augmentation de la demande en métaux parce que si on veut électrifier, eh ben, il va falloir du lithium, du cobalt, du cuivre, des terres rares, du nickel aussi. Et bien évidemment, comment on réduit notre dépendance? On peut recycler, mais pour l'instant, Mhm. le recyclage, il n'y a pas grand-chose, vu que le stock de véhicules électriques, il n'est pas très important. Ouais. On peut aussi produire nationalement. On peut essayer de Alors, se on poser peut en la parler, question. puisqu'en Alsace, hein, il y a un Oui. projet pour l'extraction du lithium qui est en cours. Mmh. Donc, j'essaye de contacter d'ailleurs le, le CEO de l'entreprise qui en Alsace se développe à l'heure actuelle pour en parler. Donc, il y a quand même des projets, plus des productions de batteries, mais bon, c'est sûr qu'au niveau mondial, on est quand même loin, très loin de pouvoir fournir ce dont on a besoin, quoi, si je résume. C'est pas encore pour demain. Ouais, mais enfin, par exemple, les gisements dont vous parlez, c'est des saumures géothermales, du Oui, bassin rhénan. oui. Là, l'intérêt, par exemple, dans ces saumures, c'est que vous avez quand même déjà un existant en termes d'infrastructure et Mm. les impacts environnementaux sont quand même et impacts environnementaux et consommation d'eau sont beaucoup plus faibles Oui, que sur des terrains, comment dire, de lithium de roche, hein, comme on a dans l'Allier. Après, moi, je pense qu'à un moment, il faut regarder la transition en face des yeux ouais, et il faut se poser la question de, est-ce qu'on va pas produire un peu chez nous? Parce que le gisement dans l'Allier, c'est environ 700 000 véhicules, enfin, du lithium pour 700 000 véhicules. Est-ce ah, qu'on c'est passe à intéressant. côté? Est-ce qu'on veut pas? Donc, vous Alors voyez, que sachant que, ouais, il sachant y a, que il y a- par exemple pour le lithium, si j'ai bien revu les annonces qui ont été faites, l'impact carbone serait faible. Et c'est la même chose pour les gigafactories, hein. C'est pris en, il y a quand même tout un travail derrière pour minimiser au maximum l'impact, ah oui. voire avoir un impact zéro carbone. Donc c'est quand même fait Ouais. au niveau technologique, ça sera quand même de la haute technologie. On fait, Ouais, mais l'impact zéro carbone, on peut l'éliminer tout de suite parce ouais, qu'une mine complètement propre, ça n'existe pas, hein. Il y a bien toujours sûr. de l'artificialisation. Mais par contre, je pense que l'Europe et notamment la France, ils ont intérêt à essayer de miser sur le fait de minimiser au maximum les impacts environnementaux, sociaux, consommation d'eau. C'est une clé de la réussite de la transition. Absolument. Enfin, parce il faut aussi mesurer l'impact écologique. Et on n'est pas aidé par les États-Unis, honnêtement. Pour les gigafactories, avec le l'Inflation Act qui a été voté par Biden, d'ailleurs, je viens d'apprendre il y a quelques jours que British Volt en Angleterre fait faillite. Donc, ils Mm. devaient faire une gigafactory en Angleterre avec la compagnie British Volt, donc c'est terminé. Il y a aussi la compagnie, je me rappelle plus le nom, qui est dans le nord de l'Europe, qui a déjà a fait une gigafactory, qui se pose des questions pour les suivantes, s'ils vont vraiment les faire en Europe, parce que c'est plus intéressant pour l'instant avec l'Inflation Act là de produire aux États-Unis. Mais l'Europe est en train d'établir une stratégie. On est enfin, euh, oui, la Commission réfléchit vraiment à un pack de mesures pour pouvoir aider l'industrie européenne à rester compétitive, parce que là, les coûts avec les baisses de taxes aux États-Unis sont très importantes pour normalement l'électromobilité. Donc, ça pose comme un problème clairement de compétitivité pour les futures usines et gigafactories notamment, Mm. et même les constructeurs européens, hein, qui commencent à en parler, c'est clair, notamment le Ouais. président de Renault. On a un problème de compétitivité là. Mais il y a quand même des initiatives, faut le signaler, hein. L'Alliance européenne des batteries, elle date de 2017. Mmh. L'Alliance européenne des matières premières, c'est 2020. On est en train de faire ce qu'on appelle un Materials Critical Act. Alors, je ne sais pas comment on va le traduire, mais en gros, toutes les problématiques matériaux là, qui va sortir en 2023. Je pense que le sujet, il est au cœur des préoccupations. Le problème, Ouais. c'est que par rapport aux États-Unis, c'est beaucoup plus long, tout Mmh. simplement parce qu'on a des différences, j'allais dire, entre pays par rapport à ces questions matériaux. Absolument. Mais en tout cas, bon, l'Europe va pas se laisser faire, heureusement. Et puis c'est bien aussi d'avoir une réponse européenne qui, j'espère, sera plus puissante qu'une réponse individuelle de chaque État. Tout à fait. Donc, au moins ce qu'on peut espérer. Alors, ça fait déjà, c'est passionnant, on devait faire 20 minutes, on est déjà à 38 minutes. Donc, je pense qu'il est temps de conclure. Je voulais reprendre ce sujet-là. Donc, d'un côté, on a cette transition énergétique qui, aujourd'hui, se rajoute un élément très important qui est d'ailleurs, d'un côté, si je puis dire, le seul côté positif, c'est que la hausse des coûts d'énergie a remis
en avant clairement la question de la sobriété. Avant, honnêtement, on s'en inquiétait pas trop. Maintenant, c'est autre chose, hein. On s'inquiète, on essaie de consommer le moins possible, que ça soit au niveau des particuliers ou de l'industrie. D'ailleurs, on a vu les prospections de RTE, enfin les projections, on a consommé moins que ce qu'on aurait dû. C'est-à-dire déjà, on a fait un effort, que ce soit au niveau industriel ou des particuliers, pour aider à passer ce pic, on va dire, de demande pour l'hiver. Mais la question donc, que je voulais poser, c'est cette sobriété, cette inflation du coût d'énergie, est-ce que ça va pas impacter cette croissance, on va dire, verte à un certain moment? Alors c'est une vraie question, si vous voulez. Je pense que lorsque vous regardez, la sobriété, c'est le mot de l'année 2022, je pense. Ouais. Il a été prononcé des milliers de fois. Après, ce qu'il faut voir, c'est que même le GIEC, hein, dans son 6e rapport, parle de sobriété. Et la définition du GIEC, à mon sens, elle est importante parce qu'il parle de politique de sobriété. Ils disent que ce sont les mesures individuelles et collectives qui permettent de diminuer la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières pour assurer les limites planétaires. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus global. Le problème avec la sobriété que l'on a observée, nous, depuis 2022, c'est que c'est une sobriété subie. C'est-à-dire qu'il n'y a Mmh. absolument pas de politique volontariste, hein. On a subi, on a été obligé pour Ouais. essayer d'équilibrer en fait le système énergétique. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore dans une projection de la sobriété comme un élément possiblement intéressant pour attirer d'attractivité des pays. Vous voyez. Et donc, tant qu'on ne mettra pas en œuvre, j'allais dire, des transformations un petit peu structurelles, bah, effectivement, la sobriété, ça sera une contrainte, ce ne sera pas quelque chose d'attractif. Et in fine, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à modérer sur le long terme les consommations. Parce que pour les modérer, il faut de l'investissement, il faut plus d'État pour essayer que chaque personne puisse satisfaire ses besoins. Et le problème, c'est que parler de sobriété dans un monde où vous avez de la pauvreté énergétique, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, il faut prendre le sujet, je pense, plutôt à l'envers et essayer de la construire, la sobriété, plutôt que de la subir. Oui, absolument, et j'ai un sujet passionnant aussi que j'aimerais peut-être, sûrement même, aborder sur ma chaîne plus tard, c'est la rénovation, hein, des logements, Des logements, qui ouais. est très compliqué. Il y avait une interview très intéressante, heu sur une chaîne économique où, un expert disait: «On aide beaucoup pour remplacer les matériels de chauffage, mais en fait, là où ça coince, c'est qu'en tête, il faudrait d'abord rénover les maisons pour que l'isolation soit meilleure, parce que c'est quand même la clé, et là, c'est très compliqué parce on n'a pas les ressources humaines. La Mm. compétence, c'est compliqué aussi, et c'est un brouhaha administratif incroyable pour avoir des aides et puis surtout, ça prend beaucoup de temps. Des fois, ça prend jusqu'à 2 ans pour pouvoir faire rénover sa maison isolée. Et surtout, les gens n'ont pas les moyens. Avant, il y avait beaucoup plus d'aides. On pouvait être financé à 50-60%. Maintenant, ça a baissé. Et donc, une immense majorité des Français n'auront pas les moyens, de toute façon, de dépenser 10 ou 15 000 euros de leur poche pour pouvoir euh, rénover, enfin, isoler leur maison de manière correcte, parce que c'est quand même des travaux énormes, hein. C'est une isolation extérieure, etc. Mais c'est le prix à payer si on veut diminuer de 30% la consommation. Et ils ont même remarqué que les gens qui ont les aides pour changer de système de chauffage, alors c'est l'effet paradoxal, c'est que comme ils consomment moins, ils payent moins, mais en contrepartie, en fait, ils ont augmenté un peu la température dans leur maison parce que c'est plus confortable. Donc finalement, à la fin, ils payent autant qu'avant, mais ils ont un système plus performant. Donc en fait, l'économie n'existe pas. Ouais, ça On a s'appelle l'effet rebond. Voilà, c'est l'effet rebond, exactement. Heu, écoutez, je pense que c'est très intéressant. Je voudrais peut-être finir sur un des thèmes que vous aviez parlé dans votre, juste parce que je trouvais ça intéressant, cette notion, c'est la malédiction hollandaise. Est-ce Mhm. que vous pouvez nous parler de ça? Parce que j'ai trouvé ça intéressant, cette inversion on va dire, des temps, enfin au niveau économique, cette malédiction hollandaise. La malédiction hollandaise, en fait, ça vient
Ça vient de l'étude des pays qui ont des ressources naturelles en fait dans leur sous-sol et certains chercheurs se sont aperçus que, avoir par exemple du pétrole, du gaz, voire d'autres matières premières comme, des diamants ou, Mmh. on peut penser même à d'autres matières minérales, n'était pas un gage de croissance et de richesse. Tout simplement parce que, il y a pas, c'est pas le fait de détenir une ressource n'implique pas, comment dire? Un développement. Et rares sont les exemples où on a des pays vraiment avec énormément de ressources qui ont réussi à se développer de manière majeure depuis les années 70. La Norvège est un très bon exemple de ceux qui ont réussi, mais Mmh. notamment de nombreux pays ou africains ou asiatiques ou d'Amérique latine, bah, en raison notamment de problèmes de corruption, ce qu'on appelle, j'allais dire de manière beaucoup plus sympathique, la gouvernance, Mmh. n'ont pas réussi comment dire, à se développer. Et le terme de malédiction hollandaise, ça vient d'un terme ça s'appelle la Dutch disease. Pourquoi? Parce Ouais, que dans les années 70, lorsque les Pays-Bas découvrent le champ de Groningen, ouais. un grand champ gazier, on s'aperçoit qu'ils sont sous-performés par rapport aux autres pays européens. Alors que logiquement, avec la découverte de ce gisement, ils auraient dû surperformer. Voilà. Exactement, et donc je crois que le coût de leur monnaie avait augmenté et Tout donc à fait. finalement ils étaient beaucoup moins compétitifs pour l'exportation et donc finalement ça a pas vraiment apporté que, de la richesse, au pays au Ils final donc ils je ils trouvais se ça sont ils se sont désindustrialisés, effectivement. voilà, donc de ce côté-là, il y aura pas de malédiction française pour les ressources naturelles. Là, il y a Non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. voilà, il y en a d'autres. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur H, c'était vraiment passionnant. Alors c'est un peu un sujet un peu différent de ce que j'aborde généralement sur ma chaîne, qui est vraiment plus sur l'électromobilité, mais on voit bien quand même le lien entre l'énergie, la transition énergétique et puis aussi la transition au niveau de la mobilité, hein, dont l'électromobilité, et je trouvais ça très intéressant de pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, si, vous vous intéressez à et en plus le côté géopolitique est très prégnant dans ce livre. Et pour moi, j'adore les schémas. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré lors de mes études. On apprend beaucoup plus des fois avec un schéma que 50 lignes, vous voyez. Donc, vous avez vraiment de. Et puis, ça m'a rappelé aussi, j'en profite aussi pour ceux qui aiment les cartes, n'hésitez pas à vous remémorer ou regarder sur Arte le dessous des cartes. Avec, enfin vraiment, ça fait 30 ans que cette émission existe, je crois. C'était vraiment remarquable, quoi. Cette émission est vraiment super pour ceux qui s'intéressent voilà, au rapport de force entre les différents pays. Donc, merci beaucoup encore. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous propose juste de rester juste une petite minute une fois que j'ai Bien sûr. coupé la vidéo pour qu'on fasse le debriefing. Et puis, nous, on se revoit très bientôt sur notre chaîne pour ces fameuses interviews dont je vous ai parlé au début. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.